Bonjour à tous, notre invité ce matin est le porte-parole d'Emmanuel Macron et de son mouvement En Marche. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Quelques mots d'abord sur l'attentat qui a ensanglanté Londres et l'a frappé au cœur avec 4 décès. Cela montre que la menace terroriste est encore très présente en Europe. Quelles sont les mesures principales que propose Emmanuel Macron pour y faire face ? Alors d'abord, adresser les pensées aux familles britanniques, aux familles françaises, puisqu'il y a 4 lycéens français de Concarneau qui ont été touchés, dont un qui a été grièvement atteint. Manifestement, ces gens ne sont plus en danger ce matin. D'abord, leur adresser nos pensées. Sur la menace terroriste, d'abord, la règle numéro 1, quand Emmanuel Macron s'est rendu d'ailleurs au Liban et en Jordanie, c'est d'arriver à éradiquer la menace que représente Daesh sur le terrain. Et cela doit se faire donc sur les terrains d'opération, en partenariat évidemment avec les opérateurs régionaux qui sont importants, et donc avec... Y compris la Russie. Y compris la Russie. Il ne faut pas faire un préalable de la sortie de la Russie, en tout cas sur ce sujet majeur. Il faut que l'Europe prenne sa place, enfin, dans ce conflit, parce qu'elle est étonnamment absente. Vous avez des puissances régionales que sont l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Russie et la Turquie, qui sont dans le jeu diplomatique et dans le jeu militaire. L'Europe doit y retrouver sa place. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est renforcer le renseignement territorial. Emmanuel Macron propose la mise en place d'une police de sécurité quotidienne, dont l'une des missions sera au plus près du territoire et au plus près des quartiers, d'avoir cette politique de renseignement qui a été mise à mal et qui a été finalement supprimée. Alors, ce n'est pas la police de proximité telle qu'on a pu la connaître entre 1997 et 2002, mais c'est une police qui fait du renseignement territorial avec des moyens humains. Et enfin, un état-major dédié auprès du président de la République sur le renseignement et avec une task force dédiée à l'éradication de Daesh. Donc, ce sont ça les différents éléments mis en place. Sur toutes ces parties-là, opération militaire, renseignement, il faut plus de collaboration au niveau européen ? Évidemment, l'échelon européen est indispensable. Il faut aussi sécuriser les frontières de l'Europe plutôt que, mettre des gardes-frontières entre la France et la Belgique ne sert pas à grand-chose. En vérité, c'est 5000 gardes-frontières européens qu'il faut pousser. Il faut une meilleure coordination également du renseignement au niveau européen. Alors on en vient à la campagne. L'élection est dans 5 semaines. Emmanuel Macron est donné au second tour dans la majorité des sondages. Il est ce matin en tête au sondage Harris avec 26% contre 25% pour Mme Le Pen. Est-ce que ça veut dire que la stratégie maintenant, c'est de ne plus prendre de risques, de ne plus annoncer de nouvelles mesures ? Ce serait bien mal connaître Emmanuel Macron. S'il y en a un qui prend des risques depuis 1 an, en lançant un mouvement à partir de rien, en quittant un gouvernement où il aurait finalement pu rester confortablement installé, attendre son tour, prendre son ticket dans la file, comme il le dit souvent, devenir député, etc. Il a pris tous les risques. Ça n'est pas pour, à 1 mois du premier tour, ne plus en prendre. C'est-à-dire qu'il faut continuer à dire, au fond, quelle est la réalité qu'il perçoit du pays et quelles sont les solutions pratiques à mettre en œuvre, quel que soit le champ dans lequel elles interviennent, que ce soit politique, économique ou social. Donc si vous comptez sur un endormissement ou en tout cas le pied sur le frein, ça n'est pas ni sa manière de faire et je crois qu'il l'a souvent démontré. Pourtant lundi, lors du premier débat, à 16 reprises, il a dit qu'il était d'accord avec l'un de ses opposants, notamment avec François Fillon. Est-ce que ce n'est pas une manière de préparer déjà le second tour ? Mais vous savez, dans ce pays, on a évidemment une habitude, un habitus très fort qui est que quand on est de droite, on dit que le type de gauche raconte n'importe quoi et inversement. Quand François Fillon dit lundi qu'il y a un problème avec la dette dans ce pays, avec 2200 milliards de dettes, très franchement, il est quand même difficile de ne pas être d'accord avec lui. Donc, on peut partager des constats, on peut même parfois partager des propositions avec les uns ou les autres, mais il faut sortir de cette géographie droite-gauche, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, En Marche, depuis maintenant quasiment 1 an que le mouvement a été lancé, et je crois aussi c'est ce qui trouve un écho et une résonance favorable dans le pays. Les Français en ont un peu marre des jeux d'ombre et des théâtres qui se sont souvent déroulés depuis 30 ans. Alors, on va revenir sur la question des ralliements, mais il y a 2 autres débats qui sont programmés avec 11 candidats que vous devez être en train de préparer. Est-ce que c'est tenable un débat 11 candidats ? Est-ce que ça peut encore changer la donne d'ici le premier tour ? 11 candidats, c'est beaucoup. On l'a vu lundi soir, le débat a duré près de 3h30. Je crains qu'on ait perdu quelques téléspectateurs à la fin, et donc par exemple que les sujets internationaux européens soient passés un peu à la trappe. Donc l'exercice réalisé à 5, avec des temps de réponse, des interpellations faibles, là à 11, il n'y aura pas de débat. Ce sera chacun déroulera ce qu'il pense sur tel sujet. Donc ce n'est pas au sens strict du terme ce qu'on peut appeler un débat. Très sincèrement, c'est compliqué, ça risque d'être long. J'encourage les gens à avoir un bon thermos et un lit de camp. Il y en aura 2. Plusieurs personnalités du Parti socialiste sont en train de rallier Emmanuel Macron ou le mouvement En Marche. Bernard Poignant cette semaine, Thierry Braillard sans doute ce matin, peut-être Jean-Yves Le Drian demain, on attend Manuel Valls. Et on a l'impression que ces ralliements sont jugés un peu encombrants par Emmanuel Macron qui ne veut pas apparaître comme un refuge pour les Hollandais. Depuis le début, Emmanuel Macron, il l'a rappelé le 19 janvier, il ne sollicite le ralliement de personne.
Le principe qu'il a fixé est simple, c'est que quand on souhaite apporter son soutien à Emmanuel Macron, on le fait sans infléchir l'offre politique qui est sur la table, et le programme est désormais connu depuis le 2 mars, il n'a pas varié, et on le fait sans espérer une investiture législative pour ceux qui en souhaiteraient une. Modulo ces 2 conditions, et sous réserve que ces 2 conditions soient remplies, chacun est le bienvenu. Cette ligne-là n'a pas bougé, nous n'avons aucune raison de la bouger, nous ne ferons ni accord d'appareil, ni accord de sensibilité, ça n'est pas l'esprit du mouvement. Mais quand est-ce qu'il va devoir, quand est-ce qu'il va clarifier la ligne en vue de la présidentielle et des législatives surtout? La ligne pour les législatives, elle est très claire. On présentera la moitié de candidats qui sont des sortants, qui sont issus de l'ensemble du champ républicain. Il y aura des gens de gauche, il y aura des gens de droite, il y aura des gens du centre, il y aura des écolos, il y aura des radicaux. Et puis, il y aura la moitié de société civile pour un renouvellement des usages et des visages. Et on en a besoin quand on regarde les semaines qui viennent de s'écouler. Et c'est sur cette base-là qu'ils porteront dans la campagne législative ce qu'il appelle le contrat avec la nation. Ces 6 priorités, où il engagera la responsabilité politique du président. Ensuite, eh bien, les législatives, vous savez, depuis 1958, les Français, quand ils ont élu un président, ils lui ont systématiquement donné une majorité quelques semaines plus tard. À quel moment se dire que ce sera fait cette clarification? Entre les 2 tours? Sur les candidatures, probablement, les sans doute des investitures interviendront avant le premier tour et peut-être entre les 2 tours, mais le gros interviendra probablement avant. En cas de effectivement, présence au second tour et de victoire d'Emmanuel Macron, la question des législatives va intervenir assez vite, donc on l'a dit. Il risque d'y avoir des triangulaires, peut-être même des quadrangulaires, avec des candidats FN républicains En Marche et sans doute des candidats PS. Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement de dispersion et que vous n'arriviez pas à constituer une majorité, une sorte de retour à la 4e République? Je pense que s'il y en a un seul qui peut construire une majorité à l'issue des élections présidentielles, c'est Emmanuel Macron, pour une raison très simple, c'est que François Fillon, qui nous explique tous les matins que lui sera majoritaire. Il a ses frondeurs déjà. Il a négocié des circonscriptions avec des gens qui ne pensent pas la même chose. Vous n'avez quand même pas grand-chose de commun entre la droite ultra-conservatrice sur l'ensemble des questions de société, sur les questions économiques, plutôt souverainistes de sens commun, et quelqu'un comme Jean-Pierre Raffarin. Donc je lui souhaite beaucoup de courage. Comment va-t-il tenir 2 droites qui sont irréconciliables demain au gouvernement? Par ailleurs, il a expliqué qu'il ferait qu'un mandat, si j'ai bien compris. Et donc, vous organisez vous-même votre incapacité à gouverner le lendemain, puisque la guerre de succession est ouverte le lendemain de votre élection. Donc, si on veut faire le choix de l'instabilité, il y a François Fillon. Et puis, vous avez de l'autre côté le Parti socialiste qui explique, avec objectivement des intentions de vote faibles, que lui, bien sûr, dans la grande tradition socialiste, sera majoritaire. Ils ne seront pas majoritaires parce qu'ils n'ont pas clarifié idéologiquement leur offre politique, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Et oui, il y a des proximités entre des centristes, des jupéistes sociaux-libéraux et une gauche réformiste qui ont des proximités beaucoup plus importantes qu'entre 2 droites aujourd'hui qui sont totalement irréconciliables. À quoi ressembleraient les 100 premiers jours d'Emmanuel Macron s'il arrive à l'Élysée? Alors d'abord, un renouvellement des visages à l'Assemblée nationale, et ça, ce sera utile. Eh bien, il nommera un gouvernement, il l'a dit, un gouvernement resserré, c'est une quinzaine de ministres, avec une responsabilité politique pour chaque ministre, et notamment financière. Les finances ont été les grandes absentes du débat lundi soir. On n'en a pas parlé. Marine Le Pen égrène les mesures et fait des cadeaux à tout le monde. Il y a un moment, quelqu'un devra payer l'addition. Le coût du programme est évalué entre 140 à 150 milliards pour Madame Le Pen. Elle n'en dit rien. François Fillon, hier, abdique devant les maires de France, où il nous expliquait il y a 3 mois qu'il ferait 20 milliards d'économies sur les collectivités, qu'il était un homme sérieux, qu'avec lui la rigueur budgétaire serait de mise, eh bien les 20 milliards ont fondu comme neige au soleil, puisque désormais c'est 7,5 milliards d'économies. Donc il manque 12,5 milliards pour que François Fillon respecte les engagements budgétaires qu'il a pris en allant voir Madame Merkel et qu'il a pris en France devant nos concitoyens. Donc là, il y a quand même une difficulté majeure là-dessus. Il y a aussi des dépenses nouvelles qui sont apparues chez Emmanuel Macron, par exemple sur le service militaire d'un mois. On a chiffré la mesure à 15 milliards d'euros. Est-ce que c'est financé, ça? Alors, vous avez, ce ne sont pas des mesures nouvelles, parce que quand on a fait notre cadrage budgétaire, on a 60 milliards d'économies, je le rappelle, et 50 milliards d'investissements, on avait évidemment intégré cet élément. Vous avez une part qui est l'opérationnel, c'est-à-dire de fonctionnement, combien ça coûte de faire tourner le service national pour une classe d'âge. Grosso modo, c'est évalué entre 1,5 milliard et 2 milliards. Et puis après, les investissements, le chiffre de 15 milliards est sorti. C'est un chiffre qui est parfaitement inexact. On ne va pas reconstruire des casernes partout, et donc ce sera en termes d'investissement beaucoup plus faible. Mais en tout cas, nous, ça fait partie du plan qui est sur la table depuis début mars et qui n'a pas varié. François Fillon, cette mesure-là, oui, mais nous l'avions intégrée dans notre cadrage. Nous savions que nous allions la proposer. Devant les maires de France, Emmanuel Macron a été sifflé hier. Il y a des inquiétudes effectivement sur les conséquences de l'abandon, en tout cas d'une grosse partie de la taxe d'habitation. Comment est-ce que, effectivement, vous allez faire des économies sur les collectivités territoriales? Alors,
Il a été sifflé et puis il a été applaudi. Parce qu'Emmanuel Macron, il ne dit pas ce que les gens veulent entendre quand il est devant un auditoire. Vous voyez, il ne change pas en disant, voilà, je vais vous faire plaisir. Alors là, on est entre nous, donc ce qu'a fait François Fillon quand même hier. C'est-à-dire qu'il passe à 7,5 milliards, comme par hasard, devant les maires pour leur faire plaisir. Les 10 milliards d'économies que nous demandons, enfin, en tout cas les 10 milliards qui représentent la taxe d'habitation, c'est-à-dire l'exonération pour 80% des gens, grosso modo, c'est pour un couple avec 2 enfants qui gagnent 5 000 €, il n'y aura plus de taxe d'habitation du tout. Ce sera entièrement payé par l'État aux collectivités locales. Donc les collectivités, elles n'y perdront pas. 10 milliards en plus. Qui sont prévus dans le plan et dans le cadrage qui a été présenté le 2 mars. En revanche, nous demandons aux collectivités de passer un contrat avec elles sur 5 ans. Et on leur donne des latitudes. Nous, on ne veut pas baisser de manière abrupte les dotations en disant voilà ce qu'il faut que vous fassiez. On leur offre de la liberté. On dissocie les 3 fonctions publiques. Qui fait que quand vous augmentez un point dans la fonction publique hospitalière, il y a une aberration aujourd'hui, c'est que vous augmentez aussi les fonctionnaires territoriaux. Là, ce sera à la main d'une fonction publique territoriale et donc des maires. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, on vous donne de la souplesse. Les rythmes scolaires qui ont coûté beaucoup d'argent à certaines communes, elles auront la liberté de ne pas les mettre en place ou de les abandonner. Bref, on met de la liberté et on les responsabilise. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fera ces 10 milliards d'économies, soit 2 milliards d'économies par an sur le quinquennat. Et donc vous prévoyez 60 milliards au total, mais du coup, quels sont les objectifs financiers à la fin du quinquennat en matière de déficit public et de dette? Quelle est la trajectoire financière? Eh bien, l'idée est d'arriver à baisser de 2 points les dépenses publiques, arriver autour de 52%, de 3 points. M'excuse, 60 milliards, c'est 3 points de PIB, donc ça fait 20 milliards par an, donc autour de 52%, et d'avoir réalisé l'ensemble des économies dès la fin du quinquennat, pour avoir une trajectoire qui nous permette, grosso modo, en 10 ans, de retrouver l'étiage européen autour de 48%. On sera à 52% en fin de quinquennat. Voilà, et sur la dette? On sera à 52%. Sur la dette, le passage à la fin du quinquennat doit se faire autour de 93,5%, donc une baisse de la dette conséquente, mais qui est aujourd'hui extrêmement élevée. Merci beaucoup Benjamin Griveaux, bonne journée. Merci.